Donc bonjour à tous et bienvenue donc à cette session qui, je crois et j'en suis même persuadé, va probablement être l'une des plus sensibles de ces 12e rencontres, parce qu'on vient de voir qu'on avait peut-être l'ambition que le soleil se lève à l'ouest, mais encore faudrait-il que l'on puisse continuer à vivre à l'ouest de son travail, de ses inventions et dans un mode d'organisation économique, sociale, technologique et environnementale qui nous le permettent. Alors, il y a beaucoup d'analyses en France, mais pas uniquement, qui s'interrogent finalement sur nos capacités à parvenir à ce résultat, délocaliser, mais pas seulement l'industrie, puisque nous croyons comprendre que nos billets d'avion, de train et même nos contrats d'assurance ou la prévente sont déjà traités très très loin. Alors, est-ce qu'on sait où ça va nous conduire? Relocaliser, est-ce qu'on peut sérieusement l'envisager quand on laisse le pouvoir d'achat décliné et que le facteur prix devient l'élément central du cercle de la consommation? Et localiser, puisqu'on nous parle de localisation, certes, mais qu'est-ce qu'on peut localiser? Qu'est-ce qu'il faut qu'on invente? Qu'est-ce qu'il faut qu'on produise? Voilà donc trois questions qui, en tout cas, nous sont apparues comme centrales. Alors comme moi, je n'ai absolument aucune réponse à ces trois questions, et je suis tout simplement bien heureux d'en être que le modérateur, et c'est pour ça qu'on va bénéficier des expertises successives donc de Robert Koopman, qui va introduire cette session. C'est un représentant américain de la United States International Trade. Ensuite, Michael Burdal, l'université d'Humboldt. Bruno Cerclé de Rossignol, Jean-Pierre Clamadieu Solvay, Nadir Godje qui a créé sa propre entreprise, qui a son nom, donc son nom éponyme, Éric Lambeille de McKinsey, Didier Lombard de ST Microelectronics, René Ricol de Ricol et Lasteri, et puis Luca Silippo avec ses béquilles qui arrivent d'Asie pour Natexis Asie. Voilà. Alors la coordination évidemment et la mise en œuvre de tout ce chantier a été réalisée par Jean-Marie Chevalier, vous le savez, qui est prof à Dauphine, et c'est à lui que je confie tout de suite la parole. Il va nous introduire notre session. Ce thème de localisation, relocalisation, dont j'ai discuté avec les principaux participants, c'est essentiellement une problématique des chaînes de valeur et des avantages comparatifs. Il faut mélanger les deux. Les chaînes de valeur, ça veut dire, et c'est un concept important en économie, qu'entre la ressource matière première et le produit final, il y a une succession de transformations, de logistique, d'éléments qui s'enchaînent les uns avec les autres, et que traditionnellement, c'était en général verticalement intégré, et que maintenant, globalisation, les chaînes de valeur ont été déconstruites. Et le problème, c'est de reconstruire ces chaînes de valeur. Et dans le fond, la question essentielle pour une entreprise, c'est « where to be to make money ?» Où je dois m'insérer pour gagner de l'argent dans cette intégration des chaînes de valeur. Alors, dans ces chaînes de valeur, il y a à la fois des éléments matériels et des éléments immatériels. Il y a des éléments homogènes et hétérogènes. Et je veux dire par là qu'un élément homogène, ce sont des éléments qui sont soumis à une concurrence internationale en termes de coûts, mais il y a aussi des éléments hétérogènes qui peuvent être liés à des problèmes de différenciation, voire de monopole. Autrement dit, dans les chaînes de valeur, on a une articulation de biens et de services dont certains peuvent être soumis à des pressions, à des positions monopolistes, et d'autres à une concurrence dure. Derrière cela, il y a donc la dynamique des coûts, et la dynamique des coûts qui est compliquée parce que ce n'est pas de savoir le coût, le meilleur coût aujourd'hui, c'est de savoir comment ce coût va évoluer dans le temps. Parce que chaque type de coût évolue dans le temps, et donc ça c'est compliqué. Et dans ces coûts, il y a à la fois des coûts humains et des coûts autres. Il y a les coûts des matières premières, il y a le coût du travail, il y a le coût de la fiscalité, et il y a aussi, pour une localisation donnée, une expression que j'aime beaucoup, que j'emprunte à Alfred Marshall, qui a inventé en fait le concept des externalités. Écrivait d'une façon amusante au XIXe siècle, les secrets de l'industrie sont dans l'air qu'on respire. Et l'air qu'on respire, c'était l'éducation, les transports, la presse, les écoles, etc. Ce qui veut dire que pour une localisation donnée, ce n'est pas seulement en termes de coûts directs, mais aussi en termes de ce que représente l'environnement. Et donc, il y a à la fois, dans ce problème de localisation, délocalisation, relocalisation, des idées souvent de protection, d'une façon un peu, je dirais, assez conservatrice, et puis des éléments de création des nouvelles conditions d'implantation, conditions dans lesquelles
les territoires, les avantages des territoires jouent une place importante. Pour un sac LVMH Made in France, ça a un sens. Pour des skis Rossignol aussi. Pour Swatch, Made in Switzerland est un facteur d'explication du succès. Donc il y a, je crois, dans nos territoires, ce problème de localisation, délocalisation, toute une problématique de dynamique des territoires. On découvre qu'en France, on a des territoires qui sont innovants, qui sont attractifs, qui savent faire exacerber les avantages comparatifs dont ils disposent. Et que finalement, et je crois que je m'arrêterai là, c'est que cette problématique de localisation-délocalisation, elle nous interpelle essentiellement sur les problèmes d'innovation et d'entrepreneuriat. Comment, de façon entrepreneuriale, peut-on se dire j'ai intérêt à être localisé ici pour telle et telle raison, par quelle innovation je peux être sûr de rester, et donc ça c'est un truc qui est un peu antinomique avec une culture jacobine que nous avions et qui ne pousse pas tellement à cet entrepreneur. C'est pour ça qu'on a réuni autour de cette table des gens qui nous expliquaient comment, en tant qu'entrepreneurs, ils peuvent voir ce problème de localisation-délocalisation. Merci. On va tout de suite donner la parole donc à notre invité. Il arrive donc des États-Unis, c'est Robert Koopman. Robert, ok. Allez, let's go. Thank you very much, and my thanks to Le Cercle and the conference sponsors for allowing me to come and share some views today. I do have to note that these comments are my own. They don't represent my agency in any way. So Jean-Marie Chevalier had a question. What are the cases of irreversible outsourcing, potential resourcing, and creation of local activities that cannot be outsourced? And I think my simple answer to that is I don't think there are really any defining characteristics that are going to restrict whether or not something can be outsourced, or if they are, they're much more limited than most people think. So let's think about general comparative advantage. People often think about this in a economics term of endowments. You have an endowment of oil or natural resources, and that seems pretty fixed. Saudi Arabia is always going to have a comparative advantage in energy production. But they could run out. Somebody could discover more and be able to extract it at a cheaper cost, or somebody could come up with a new technology that makes fossil fuels far less competitive in the marketplace. So technology will affect our needs as well as our ability to address comparative advantage, but also in terms of unbundling production processes, and therefore our abilities to outsource and offshore. In the United States, outsourcing has been happening for a long time, and offshoring has been a political issue much more recently. And I think one has to be careful about thinking about outsourcing and offshoring as irreversible. There have been recent studies by the Boston Consulting Group, that's one of them, that's illustrated it's a complex array of factors affecting the costs of production, and that they can realign in manufacturing so that jobs return to the United States. And this is viewed as a big success and perhaps as an argument to develop a manufacturing industrial policy. And I would caution that one has to be careful about thinking about solely productive activities as manufacturing. I mean, it may be nice that manufacturing is coming back to the United States and those comparative factors are realigning to make us competitive in that area. But I don't think you want a policy that focuses on bringing those jobs back. Why do we care about outsourcing and resourcing? And it's largely the politics of the human dimension. It's about workers. It's about employment. And it's interesting because capital is very flexible moving across borders. Natural resources can be very flexible about moving across borders or being used in different activities within a border. But the human resource, human capital, the putty, economists like to talk about putty clay models, the putty becomes clay. The flexible mind, the flexible sets of skills can become relatively fixed. So then you get structural labor market issues that can be difficult to address. So you get this mismatch between skills demanded and skills available or supplied.
So how do you address these issues? Do you try to prevent outsourcing? Do you use industrial policy, trade protection? Outsourcing and imports are usually associated with high levels of unemployment in good manufacturing jobs. Yet all the empirical evidence suggests that trade, in particular, is a small contributor to unemployment changes, particularly in dynamic economies. Further, there's a substantial fallacy that service jobs pay less than manufacturing jobs, and some research by J. Bradford Jensen from the Peterson Institute in the United States has illustrated that services jobs in the United States often pay, in fact, the fastest growing areas of service jobs in the United States pay better than manufacturing jobs. So, if you think about the financial crisis, it had a much bigger impact on employment across the globe than any kind of import substitution, offshoring, or outsourcing activities. And I think that's often overlooked. So there's really no comparison about changes in domestic demand affecting this human dimension of outsourcing, offshoring, compared to things like trade policy. Domestic demand, whether it's growth in services, growth in manufacturing, growth in the housing sector, that's often responsible for attracting resources away from sectors that don't have this comparative advantage. So let me see if I can simplify this. Typically, I'm going to characterize it as starkly as possible. Typically, people view imports or offshoring as responsible for increases in unemployment in the manufacturing sector, in the decline in particular in manufacturing employment. But I think one has to realize, and the McKinsey Global Institute has done a wonderful study on this, looking at the fact that growth in services, you can think of it as Facebook, Google, they don't grow unless they attract resources from some other part of the economy, okay? And often that other part of the economy is a part of the economy that's not as competitive under current conditions. So they attract capital and labor, and often they get drawn away from manufacturing. So it's not a matter of the imports driving out the resources, it's a matter of the resources being attracted into other sectors. So let me turn to Jean-Marie's question about local activities that can't be outsourced. Haircuts, going to the dentist, getting a massage, that's one of my favorite things. This researcher Jensen again developed a pretty interesting methodology that looked at the geographic concentration of production and employment. So he looked at data that said production of these goods and services are very concentrated, and the employment in these sectors are very concentrated, but the demand is widespread. So he comes up with some notion of trying to look at goods and services and jobs that might be outsourced or offshored, and basically said, if you've got a lot of goods that are concentrated in a country and being sold elsewhere in the country, they can likely be traded. And the same with the kinds of jobs, if they're concentrated and then the efforts of their labor are widely distributed, they can probably be outsourced or offshored. And one could think of, I mentioned the dentist, right? And technology is a really important story here, as is the regulatory environment. Right now, going to the dentist is one of these by the Jensen indicator, it's very distributed and distributed according to demand. The supply and the demand are evenly distributed across geographic areas. However, I could imagine someday that maybe some Chinese dentist is going to be working through the internet with some complicated device, giving me a filling at a quarter of the price that an American dentist might be providing me with that kind of service. So in closing, I would just like to comment on, I heard a recent talk by Richard Baldwin at a conference here recently in Geneva, and he talked about how, I'm a trade guy, so you'll have to excuse me if I talk a little bit about trade rules here. You know, he talked about how we're operating pretty much under 20th century trade policy rules, particularly the WTO, which is all about moving goods across borders. And
really what we're in is the 21st century rule, which is really not so much about moving things across borders, but it's a trade and investment and service nexus. And that it's not really now anymore an exchange of market access for you being able to send your goods into our country. It's really now about foreign factories being able to be placed in your country for domestic reforms. So we'll let you build your factory in our country, or we will build our factory in your country if you make some domestic reforms so that our firms can manage those businesses. And I think one has to ask the question, will Baldwin's foreign factories for domestic reforms become something like you can access foreign labor and skills to integrate into factories and service industries in return for regional or global harmonization of the regulatory and legal environment? Okay, that was a real tongue twister there, not quite as smooth and quick rolling off the tongue as foreign factories for domestic reforms. But I think when you think about fragmentation, when you think about the ability to unbundle activities, we have not yet established a global regulatory or legal environment that allows us to manage that. And I guess I'd like to hear from some of the manufacturers around here and hear their views. Manufacturers, we have service providers, we have knowledge providers on this panel, and I'd very much like to hear how they view the future in this area. Thank you very much. Thank you, Robert. Ok, on va maintenant se retourner vers Michael Burda de l'Université d'Humboldt, qui va évidemment, probablement lui aussi, espérer un jour se faire soigner par un dentiste aux Philippines ou d'Afrique du Sud avec une machine miracle. On va voir si il partage cette analyse et cette perspective. Michael. Ok, merci mille fois. Je vais continuer en anglais. J'ai habité à Fontainebleau 5 ans, mais la français Ça n'a pas marché. A disparu. So I'm going to continue in English because it's very embarrassing, and French people are very strict with their language. So I'd like to thank the organizers for inviting me. This is a wonderful chance to sit with some very interesting, distinguished people and talk about a very important issue, which is important for me. I'm an American living in Germany. I live in Berlin, and I've watched for 20 years almost how Germany has become a different country because of the completion of the single market, the introduction of the single currency. The problems that we have now have all fed into the German problem, which actually goes back to unification. How did Germany manage to get its labor costs down with all these Eastern Germans coming in, which had no equipment and pretty much very little experience with market economies? I just like to go, as an economist, to think about what's going on here. We're talking about why firms choose to go somewhere else or take certain activities somewhere else. We used to think of production as a function of capital and labor. Very simple. We thought a 19th century view of the factory. Workers standing on an assembly line, putting something together with machines. Okay? And economists follow the noise and actually write down mathematical functions that help us think about these things. Well, the world has moved much faster than we have ever been. Now if we're really honest, because of the internet, because of communications technologies, all these things have changed. Capital is important, but it's not the only thing. Labor is important. What's more important is human capital. And Bob Koopman said that. It's really about what people do with their heads and the reactive ability to new situations and be able to develop new ideas. That's really important. Communication is a function, an argument of the production function is communication. The ability to communicate has become very cheap with the internet, so we can literally have the situation that Bob describes of a dentist in China actually using some device to play with my teeth here in Europe. It's happening already. The United States already outsources its radiology work to Indian doctors in India. And they even are faster because the American doctors are sleeping and they wake up the next morning and the results are already on their desk from India.
comparative advantages are the laws of trade, as Richard Baldwin would say. A lot of trade economists still believe in comparative advantage. France makes better wine than anybody else in the world, even, in my opinion, South Africa. That may change someday, but there's some things that are changing, and other factors that are soft are becoming more important. So I mentioned education. If France has a very well-educated population that's flexible, can change its orientation quickly, maybe speaks a second or third language, that's a huge advantage. That's a huge advantage. But it's also the training, having a good apprenticeship system helps. It helps to have the political infrastructure, stability, rules of law, not too much corruption. It helps to have a tolerant population that it values freedom as well as social conformism. There's a little bit of both in everyone's lives. Mobility is important. It's not a shameful thing to quit a job or to lose a job. And the Danes have shown all of Europe that this is possible. It's possible to change your job because your employer says, hey, what you're doing is not useful anymore, I'm going to have to let you go. And it's not a shame. And the Danes have been able to figure out a way to integrate people into new jobs quickly. Almost, I'd say, in a more social way than my own USA has done, or the United Kingdom. Most importantly, it's a comparative advantage to have entrepreneurs, because the world is changing so fast right now. The most valuable thing in the world is to have people who have the guts to try a new idea and are not scared that the government's going to take away all their winnings from doing this. You know, I mean, this sounds like a good old free market American, but I have to say, this is an important fact, not just in France, but it's also a fact in Germany. It's a fact in a lot of countries that it's just difficult to start a business. It's difficult to close a business. It's difficult to get a license to do this and that. So the World Bank has this wonderful index, doing business around the world. I think it's very important for finding out where the business is going to go. Right now, they rank 185 countries on the basis of how easy it is to start a business, close a business, get credit, enforce contracts, not have to pay bribes, getting electricity. And you can imagine the top countries and the bottom countries. It's interesting, the United States is not number one. Number one is Singapore, Hong Kong, Canada. The United States is number 5th or 6th. Ireland is number 10th. France is number 26. Germany is only 22, so you guys are in the same league. Zweite Liga, number 2 league. Not Bundesliga, okay? Where's Greece? 100. And they're just this far ahead of Bangladesh, okay? So you can see this must have something to do with economic success, especially in a world where it's easy for me to move my radiology work to Bangladesh. Right? If they have rule of law, if I can enforce a contract, it's going to go there. So my view of this is it's important to talk about all these things in international trade, and I think and I wanted to talk a little about Germany, but I'm not going to spend much time. I think the Germans are, they had a string of luck. They were producing the right things. One of the most important things the Germans have that a lot of European countries don't have is a training system. Most Germans don't go to university, but they do a training program. And that gives them a lot of valuable, marketable training that they can use, and when things change, they can reallocate. So these are things that I think are important for deciding where the next boom is going to be. Is it going to be in Eastern Europe? Is it going to be in Asia? Is it going to be in Vietnam? Or is it going to be back in the United States, which I actually also anticipate, because the US is a place where you can actually market a good idea. And as we've seen in the case of Facebook and all these other things that I don't understand, it's been a real success. Okay. That's all I have to say right now. Thank you. Et ces opportunités, on va voir avec Bruno Cerclé qui pilote Rossignol, si finalement elles sont aussi présentes que ça, parce que je crois que l'entreprise Rossignol, si ma mémoire est bonne, a fait des allers et retours. Elle a externalisé de la production, elle en a réinternalisé ou relocalisé, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça. Donc il pourra peut-être nous donner l'avis de quelqu'un qui a vécu ces mouvements et les raisons qui justifient justement ces mouvements. Voilà, Bruno. Alors,
D'abord, moi je voudrais juste partager très simplement une conviction avec vous que j'ai depuis un certain temps et qui nous a vraiment guidés chez Rossignol ces 4 dernières années qui ont été des années de grosses restructurations et de décisions de stratégie industrielle. C'est que tout simplement le seul coût de la main-d'œuvre qui a fait probablement de la Chine la plus grosse usine du monde ces 20 dernières années, je pense que c'est un critère important, c'est plus du tout un critère suffisant quand on veut prendre une décision industrielle, si on veut qu'elle soit durable. Alors en ce sens, le cas de Rossignol est assez édifiant. Rossignol, ça a une centaine d'années, né en 1907. On fait des skis, on fait des chaussures, on fait des fixations, on fait des casques, des bâtons, on fait du textile. On a des usines en France, on a des usines en Europe de l'Ouest, en Espagne, en Italie, on sous-traite en Europe de l'Est, on sous-traite en Chine. Donc je pense qu'on a quand même une assez bonne vision de ce que sont les plus et moins d'une production dans un certain nombre de pays. Quand on réfléchit à la stratégie industrielle, je pense que, en particulier dans le ski, il y a quand même un certain nombre de facteurs très simples à prendre en compte qui me semblent incontournables. Le premier, c'est où est le marché. Dans le ski, le marché, il est à 60% en Europe. Dans les montagnes alpines, il est à 30% en Amérique du Nord et 10% dans le reste du monde. Bon, donc quand on a la chance d'avoir une usine, par exemple à Sallanches, au pied du Mont Blanc, à côté de Chamonix, c'est quand même un peu plus simple d'aller comprendre quelle est la pratique, ce que demande le consommateur, le skieur, et de le mettre en œuvre le plus vite possible. Le deuxième point, c'est que notre coût de production, sur les skis en particulier, c'est essentiellement de la matière première. Alors nous, on a de la chance, et ça nous a beaucoup aidé dans les décisions qu'on a prises ces 3 dernières années. Les matières premières viennent essentiellement d'Europe. Il n'y a pas de marché en Chine. Le coût des transports a monté de façon très importante ces dernières années. Voilà, donc ne serait-ce que sur le critère pur de coût de production, on a pu démontrer qu'on arrivait à une rentabilité tout à fait satisfaisante sur nos sites européens. Mais ça n'est possible que si sur le long terme, vous investissez, vous continuez de faire des efforts de productivité. On est capable de produire des skis aujourd'hui en France en 10 minutes. On n'est pas capable de le faire en Chine en 10 minutes. En Chine aujourd'hui, c'est 50 minutes, 55 minutes minimum. Un troisième point qui me semble très important, c'est que l'innovation, en tout cas en ce qui nous concerne, est tout aussi importante que le coût de production. On renouvelle nos gammes de produits tous les 3 ans, c'est-à-dire par tiers tous les ans, et tout ça se fait à coup de bonnes idées et si possible de brevets. Et le couple innovation et rapidité de mise en marché est absolument fondamental dans le succès qu'on peut avoir en lançant nos nouveaux produits. Donc la réactivité de la chaîne recherche et développement, industrialisation, production, elle est au moins aussi importante que le seul coût variable de production. Et ça c'est vraiment la raison fondamentale qui nous a guidés dans les choix industriels que l'on a fait chez Rossignol j'espère, pour de nombreuses années à venir. Je suis toujours frappé par l'exemple américain de Ford et de Toyota qui, quand on voit l'implantation de Toyota depuis une vingtaine d'années aux États-Unis, je crois qu'il y a 10 usines aujourd'hui aux États-Unis qui font travailler plus de 40 000 personnes. Au moment où Ford délocalisait massivement en Amérique du Sud, en Amérique centrale, Toyota investissait massivement aux États-Unis, amenait des ingénieurs pour essayer de comprendre le mode de vie américain et la façon d'utiliser les voitures. Et je pense que c'est cette chaîne de valeur-là qui leur a permis de passer devant Ford aux États-Unis en 20 ans. Donc voilà, il ne s'agit pas de dire on peut être non compétitif
Il n'y a pas de problème, à coup de bonnes idées, ça va marcher. Je pense qu'il faut absolument être compétitif. Et quand on me pose la question, mais est-ce que le label Origine France Garantie ou le Made in France vous permet de vendre vos skis plus chers, comme peut-être ça pourrait être le cas, comme des sociétés comme Hermès ou d'autres, je pense que ce n'est pas du tout le cas. Je pense qu'on est dans un monde hyper concurrentiel. Simplement, si je prends l'exemple des États-Unis, quand vous skiez à Aspen ou à Jackson Hole, il y a vraiment une histoire avec Rossignol. Les Américains connaissent très bien Rossignol, connaissent très bien le coq bleu, blanc, rouge qu'on met sur cette spatule des skis Rossignol. Donc il y a un affect positif. Si vous êtes compétitif, ils vont vous choisir. Si vous ne l'êtes pas, ils vous choisiront pas. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On essaye de fabriquer des skis de la façon la plus compétitive possible, en utilisant notre capacité d'innovation. Ces skis, vous allez pouvoir les utiliser à Chamonix ou à Aspen, et vous les utiliserez parce que vous avez un champion du monde qui a skié avec, qui a gagné, parce que derrière on a déposé des brevets sur des technologies nouvelles, et qu'on est compétitif au final par rapport à l'ensemble du marché. Voilà, pas plus, pas moins. Merci. Merci Bruno. Petite parenthèse, vous savez que les rencontres se sont elles aussi, comment dirais-je, upgradées. Donc on est désormais sur Twitter et vous pouvez donc pendant nos débats, nos dialogues, utiliser donc le tweet des rencontres. Alors vous faites hashtag et c'est hashtag X 2012. Voilà, le hashtag c'est dièse. Hein. Voilà, donc vous pouvez y aller. Si vous avez envie de poser des questions, on va peut-être essayer de les récupérer ensuite. Donc on a vu que c'était extrêmement simple hein, finalement de produire en France. Hein, des bons produits, de bonnes idées, une superbe productivité, un ou deux champions qui gagnent, et puis voilà, quoi, ça roule. Mais j'ai quand même noté au passage qu'il fallait avoir un ingrédient indispensable, c'est un coût de matière première relativement bas, puisque gros consommateur, je crois, de matière première. Alors, on a de la chance, puisqu'on a quand même le patron de Solvay, là, lui fait de la matière première, donc il va nous dire comment ça se passe pour lui, comment il voit le dossier hein, du côté du fournisseur des matières premières. Et donc, Jean-Pierre Clamadieu, racontez-nous un petit peu comment vous voyez l'affaire. Merci. Merci, effectivement, c'est raconter, puisque je suis toujours impressionné quand j'interviens devant un public et aux côtés d'universitaires. Moi, je ne peux que raconter une histoire qui est celle de mon quotidien de chef d'entreprise. Ce qui est amusant, c'est que je crois qu'elle résonne à la fois avec certains des éléments de l'introduction de Jean-Marie, mais aussi, et c'est vrai que je fais des produits un petit peu moins sexy que ceux de Bruno Cerclet, mais je trouve qu'il y a aussi quelques résonances intéressantes. Donc Solvay, c'est effectivement un des grands acteurs de la chimie mondiale avec deux origines aujourd'hui, une origine belge et puis une origine française, puisque Solvay a intégré en son sein le groupe Rhodia il y a un petit peu plus de 12 mois de cela. Premier commentaire, première idée qu'il faut avoir en tête lorsqu'on parle de chimie. Et quand on parle de chimie, au fond, je pourrais dire quand on parle d'industrie lourde. C'est qu'une industrie lourde, elle est lourde. Un groupe comme Solvay qui fait 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires, il a 17 milliards d'euros d'actifs matériels. Ça veut dire que ces actifs, ils ne se déplacent pas comme ça. Et qu'effectivement, la problématique de localisation, on ne se la pose pas tous les matins. Nos sites sont là, ils sont présents, ils ne se déménagent pas facilement, ils ne se mettent pas sur un bateau pour aller se développer dans une zone dans laquelle on trouverait des facteurs de production qui sont plus favorables. Je pense qu'il y a effectivement un fort effet d'histoire qui explique aujourd'hui la situation la position géographique de nos activités. En fait, ce sur quoi on joue, c'est l'incrément. Effectivement, un groupe comme Solvay investit chaque année un petit peu moins d'1 milliard d'euros. Probablement 400 millions qui sont localisés là où sont déjà nos actifs, puisque ce sont plutôt des améliorations. Et puis le reste, 600 millions, c'est là où on a effectivement un choix. Alors, le premier commentaire, c'est qu'effectivement, si cette inertie explique qu'aujourd'hui, nous sommes de très grands producteurs et exportateurs à partir d'Europe. Un groupe comme Solvay doit exporter à peu près la moitié de sa production européenne. Et ça, c'est une tendance effectivement de long terme. Nous allons continuer à nous développer et à produire dans cette région. Ceci dit, quand on doit faire des choix de localisation, il y a 3 critères qui sont à mes yeux importants. Le premier, c'est le marché, évidemment. Le second, c'est une nébuleuse autour de l'innovation et de la matière grise. Et là, on retrouve effectivement, de manière amusante, un parallèle avec l'expérience de Rossignol. Et puis le troisième, c'est pour moi aussi les coûts d'accès à l'énergie et aux matières premières. Sur le premier de ces points, le marché, les chiffres, malheureusement, sont assez simples.
on voit ce qu'est la dynamique de croissance de nos économies, on voit ce qu'est la dynamique de croissance d'un certain nombre de pays émergents, et effectivement, ceci nous amène à souhaiter nous rapprocher de ces pays et d'y développer des capacités de production dans un contexte où, idéalement, nous souhaitons produire près de nos clients. Nous souhaitons produire près de nos clients parce que c'est le moyen d'entretenir avec eux une relation directe. Nous souhaitons produire près de nos clients parce que c'est la possibilité de mettre en place des chaînes logistiques qui soient le plus simples à gérer et le moins coûteuses. On est, nous et nos clients, attentifs au financement de nos stocks. Donc effectivement, être proche des clients, ça veut dire moins de stocks, soit sur des bateaux, soit qui sont là parce qu'on veut faire face à des impondérables. Et donc, produire près de nos clients, c'est aussi éviter les risques de change qui sont importants, bien sûr, aujourd'hui. Et donc, effectivement, idéalement, je pense que nous serions tentés de nous localiser là où sont nos clients et là où ils se développent. Alors, il y a bien sûr des éléments qui viennent compliquer cette équation. Et pas tellement le coût du travail, d'ailleurs j'aurais pu le dire tout à l'heure, dans les 3 facteurs que j'évoquais, je n'ai pas cité le coût du travail, c'est bien sûr un élément qui est significatif, mais quand on regarde notre compte d'exploitation, le coût du travail représente aujourd'hui à peu près la moitié du coût de l'énergie et des matières premières. Donc c'est un facteur, mais ce n'est pas un facteur essentiel. Matière grise et innovation, pourquoi ? Parce que nos marchés innovent à des vitesses diverses. Et contrairement d'ailleurs peut-être à ce qu'on peut penser, la chimie elle est au cœur d'une dynamique d'innovation. Nous fournissons de nombreux secteurs industriels et nous sommes dans un certain nombre de domaines effectivement très à la pointe pour apporter à nos clients les matériaux, les produits dont ils ont besoin pour eux-mêmes faire évoluer l'offre qu'ils sont en mesure de faire à leurs clients. Et là, très souvent, nos donneurs d'ordre les plus innovants, les marchés les plus innovants, ce sont les marchés occidentaux. On est par exemple un fabricant important de plastique pour smartphones. Même si on livre physiquement le produit auprès de mouleurs chinois ou de monteurs chinois, la réalité c'est que c'est plutôt en Californie ou en Suède qu'on développe effectivement la relation qui nous permet de réussir à fournir ces fabricants prestigieux. Matière grise, c'est aussi l'accès à la ressource humaine, aux ingénieurs, aux docteurs qui peuplent nos usines et nos laboratoires. C'est aussi la capacité à développer des approches communes avec les grands laboratoires universitaires. Et là, on a développé en Europe, et d'ailleurs singulièrement en France, un écosystème qui est très performant. Nous avons des laboratoires mixtes avec le CNRS, nous avons des collaborations universitaires de diverses natures, qui fait que nous avons pu développer ici un contexte d'open innovation, comme on dit, qui est un facteur d'efficacité pour nous. Alors certes, on m'explique régulièrement que la Chine produit quelques centaines de milliers d'ingénieurs chimistes chaque année. Oui, mais nous ne savons pas encore comment utiliser aussi efficacement cette opportunité et cette ressource. Et donc je pense qu'effectivement, pour une période probablement encore longue, l'Europe et les États-Unis, mais pour nous singulièrement l'Europe, est une région du monde dans laquelle nous allons continuer à être présents, à travailler, à nous développer, parce qu'il y a cet environnement favorable en matière de matières grises et d'innovation. Et puis le troisième point, c'est l'énergie. Alors je pourrais aussi parler des matières premières. Mon groupe a une expérience intéressante dans le domaine des terres rares, qui sont sans doute une des matières premières qui, pour des raisons qui me surprennent toujours un petit peu, ont connu un enthousiasme médiatique assez fort ces dernières années. Mais j'ai plutôt parlé d'énergie parce que je voudrais passer là un message qui est assez en ligne avec les interrogations de ces rencontres. Est-ce que le soleil se lève à l'ouest ? En matière énergétique, il se produit depuis 1 an, 2 ans, une révolution, je pèse mes mots, dont on n'a pas encore tout à fait perçu l'impact. Et cette révolution, elle est née aux États-Unis. C'est le développement d'une production de gaz non conventionnel. Je dis ça pour ne pas employer le terme gaz de schiste, qui fait se lever immédiatement un certain nombre de bras. Une production de gaz non conventionnel qui a conduit à révolutionner l'équation énergétique. Aujourd'hui, en exprimant les choses dans la même unité, mais oubliez l'unité, elle n'a pas d'importance, ce sont des dollars par million de BTU. On achète du gaz à 2 aux États-Unis, on achète du gaz à 10 en Europe, et on achète du gaz entre 15 et 18 en Asie. Alors c'est peut-être pas la situation qu'on verra dans quelques années, on me dit que le 2 pourrait devenir 4. Malheureusement, je ne vois rien qui me fasse dire que le 10 pourrait devenir 5 ou 6. Et le 15 à 18, je ne vois pas là non plus les éléments structurels qui permettraient de le faire évoluer. Les États-Unis sont en train de devenir une zone dans laquelle l'accès à l'énergie devient
très peu cher. Alors on parle de gaz. Bien sûr, le pétrole, lui, qui est alors pourquoi d'ailleurs, peut-être juste une petite incidente, tout simplement parce que le gaz se transporte difficilement. Pour le transporter d'un continent à un autre, il faut le liquéfier, puis le regazéifier. C'est difficile, les infrastructures ne sont pas là, elles sont coûteuses à mettre en place. Et je pense qu'effectivement, pendant longtemps, ces grandes zones du monde vont rester des îles. Et le pétrole, lui, est à un prix qui est beaucoup plus standard. Et l'électricité, là, on a des situations très diverses d'une zone à une autre. Ceci dit, la disponibilité de très grandes quantités de gaz, très peu cher aux États-Unis, font que cette zone est en train de devenir un paradis énergétique et une zone du monde dans laquelle on est capable, effectivement, de produire dans des conditions qui sont particulièrement intéressantes pour ceux qui ont besoin d'avoir accès à l'énergie. De manière très concrète, et je vais effectivement terminer dans quelques instants, de manière très concrète, mes collègues chimistes américains ont annoncé dans les 2 dernières années 50 milliards de dollars d'investissements à réaliser sur le territoire américain pour y construire des crackers, pour y construire des unités de transformation. C'est une révolution. Et c'est une révolution à laquelle il faut que nous soyons très attentifs parce qu'elle va progressivement se propager en aval. Et je terminerai simplement en disant que je suis un tout petit peu déçu de voir que les autorités politiques européennes ne prennent pas la mesure de ce problème. On va leur dire. Je crois que nous avons simplement... On s'arrête là-dessus. Merci. Je suis absolument désolé. On leur transmettra le message. Moi, je voudrais me tourner vers Nadir Godrej, qui vient au nom de son entreprise, de Godrej Industries, qui vient d'Inde. Et je voudrais savoir comment on peut développer l'écosystème dont parlait tout à l'heure Jean-Pierre Clamadieu dans une zone économique où finalement trouver le capital est quand même quelque chose d'assez compliqué. Alors le facteur capital, on me dit là-bas, est très important. Est-ce qu'on arrive à trouver le capital nécessaire au développement qui vous rendrait plus compétitif et qui nous exclurait des marchés? Mesdames et messieurs, je suis très reconnaissant qu'on m'a invité de parler ici. Comme M. Bourda, j'aime bien parler français, mais j'ai préparé un discours en anglais que je ne pouvais pas le traduire. Alors, permettez-moi de parler en anglais. The EU now is in a bind, as jobs are very hard to find. The Germans feel austerity is the one and only key. The debtors feel we must have growth. Is there a way we can have both? And don't you think it would be great if austerity could stimulate? Of course, all activity that helps competitivity and cuts the deficit as well will serve the goal, as you can tell. Our panelist, Eric Labé, says Portugal has found a way. They tried to raise activity by breaking through rigidity, and hours worked have been increased and salaries have been decreased. But will it see the light of day? Or could it still lose its way? And jobs is what it's all about. And that is why we hear this shout against the trend of outsourcing and even think about resourcing. By now, it's quite the cliche. In goods, China leads the way. The service sector's India's field, and therefore both these giants wield a power that's indeed immense, which makes their customers quite tense. In labor cost, there was divergence, but now there is some convergence. In recent years, it's quite surprising, the yuan has started rising. Undoubtedly, there is some hope, but frankly, there is little scope for resourcing jobs that have been lost. It's not a matter just of cost. The East has learned these skills the best. Not much is left here for the West. Once FDI flowed west to east, but now it is a different beast. And Indian firms in the USA have indeed found a way
to localize across the board. At first, all that they could afford were people who brought in the sales. But now, we also hear some tales of guys who do the daily grind. And in good times, we'll also find that Europe might well find a way to gently persuade and sway their Indian firms to employ some locals. And you'll note, of course, this is a good way to resource. But the real solution for the West is doing what it does the best. As industries begin to wilt, newer ones should be built. And as these industries employ, they will indeed spread much joy. That is not to say, of course, you shouldn't try and resource. Now, boosting first creativity and then competitivity is the method that's the best to make the sun rise in the West. Bien. Voilà, c'était probablement le plus beau poème des 12 dernières sessions. Hein. C'était une ode, n'est-ce pas, tout à fait enflammée. Et nous espérons que quelques-unes de vos stances, oui, vont se réaliser dans nos parages. Bon, mais en tout cas, merci mille fois pour cette... Vous n'avez pas répondu à ma question, bien sûr, mais c'est pas très grave, compte tenu de la qualité et de la saveur de ce que nous avons apprécié juste avant tout cela. Donc on va peut-être entrer, mais vous l'avez cité il y a une seconde, donc je vais me retourner vers Éric Labbé de McKinsey, qui va, je ne sais pas si l'austérité stimulante va vous aussi vous donner des ailes poétiques, mais on va peut-être être un peu plus hard ce coup-ci, allez-y. Alors justement, je vais bâtir sur la conclusion du poème précédent qui parlait de compétitivité et commencer peut-être par regarder quelques chiffres pour nous éclairer sur la question de est-ce que le déclin est inéluctable ou pas. Et le premier fait que je mettrai sur la table, c'est pas du tout, en tout cas la question pour les pays de CDE. Quand on regarde la balance commerciale des 15 de l'Union européenne, plus États-Unis, plus Japon, sur 10 ans, en fait, elle n'a pas bougé. Elle était de moins 1,6% il y a 10 ans, elle est de moins 1,5% aujourd'hui. Et ceci en ayant encaissé un choc sur l'énergie et les matières premières de 1 à 2% négatif. Ce qui veut dire que quand on prend l'export comme indicateur, disons, de compétitivité de ces 17 pays, en fait, les exports se sont améliorés sur les 10 dernières années, export de services et export d'industrie. Alors évidemment, derrière ce constat, on a un deuxième élément qui est que la dispersion par pays s'est fortement élargie. Puisque ce mix de 17 pays inclut des pays qui ont des balances commerciales qui sont de 5 à 8%, et d'autres, alors ça c'est les pays nordiques, c'est la Hollande, c'est la Belgique à 3-4%, c'est l'Allemagne dont on parle régulièrement, et puis des pays qui ont des balances commerciales plutôt dans les 3-4% négatifs. Et là, on va retrouver l'Italie, on retrouve maintenant la France, qui est passée de positif à négatif sur ces 10 années, et on retrouve les États-Unis. Alors, au-delà de la segmentation par pays, on a fait une petite étude, on a plutôt segmenté par industrie. Industrie et services, en se disant finalement, on a 3 types, aussi bien pour les industries que pour les services, 3 types de secteurs. Des secteurs qui sont intensifs en main-d'œuvre, intensifs en capital ou intensifs en knowledge ou en fort contenu cognitif. Et quand vous regardez sur ces différents secteurs, il y en a 2 qui sortent comme étant fortement exportateurs pour ces pays. L'un, c'est l'industrie fortement cognitive, et l'autre, c'est les services aussi à fort contenu cognitif. Pour les premiers, c'est plus 1,2%, donc globalement pour ces pays, donc de net export, et pour les services fortement cognitifs, c'est plus 0,6. Les autres sont plutôt égaux à 0, excepté l'industrie évidemment forte en main-d'œuvre, qui elle est négative à moins 0,8. Et bien entendu, sur ces différents segments, vous avez des fortes variations. On va retrouver les pays nordiques, l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, qui vont être aussi bien sur l'industrie capital intensive ou knowledge intensive assez forts, 5, 6, 7%. Et puis sur les services à fort contenu cognitif, on va retrouver l'Angleterre, avec les services financiers, qui va être aussi dans les 3 à 4%. De cette analyse, je tire simplement 2 points. Le premier, c'est qu'il n'y a rien d'inéluctable. On voit bien que sur 10 ans, malgré la forte croissance des pays émergents, on retrouve une balance en fait hors énergie qui s'est améliorée. Mais deuxièmement, il faut être très clair sur les secteurs dans lesquels on joue, et pays par pays. On revient aux compétitivités et avantages comparatifs dont on parlait tout à l'heure. Être sûr que l'on peut justement les développer, et ce qui permettra donc de localiser cette valeur ajoutée, qu'elle soit industrie ou qu'elle soit de service, et continuer à la développer.
Alors, le deuxième point néanmoins que je voudrais faire, c'est que là, évidemment, se pose la question de l'emploi. Parce que là, on peut continuer à développer de la valeur ajoutée, mais on a vu, en particulier dans l'industrie, que l'emploi a diminué. Ça a été mentionné par un de mes copanélistes tout à l'heure. Quand on regarde, et on l'a fait l'étude sur les États-Unis, sur 10 ans, la diminution d'emplois industriels, en fait, 80% de cette diminution est liée à l'évolution de la demande et au gain de productivité. Uniquement 20% est lié à des phénomènes d'offshoring. Il se trouve que dans l'industrie, la demande est quasiment plate ou plate plus, simplement faiblement croissante, et avec des forts gains de productivité liés aux nouvelles technologies, donc une diminution de l'emploi industriel due à ces facteurs. Donc à très bien comprendre quand on regarde chacun de ces sous-secteurs. Alors, où se trouve justement la croissance d'emploi, puisqu'on se dit finalement qu'est-ce qu'on pourrait localiser. De nouveau, si on regarde sur 10 ans, c'est 17 pays, il y a 3 domaines dans lesquels l'emploi a été créé. Il y a en gros une croissance de 9% d'emploi dans les 10 dernières années, compensant un moins 3% dans l'industrie par 3 fois plus 4%. Les services à fort contenu de main-d'œuvre, 2, les services à fort contenu cognitif, et 3, tout ce qui est santé et éducation. Et chacun de ces secteurs, dans ces 17 pays, c'est les 15 millions de nets de création d'emplois dans ces 3 secteurs. Donc, question bien entendu va être de dire pour chacun des pays, est-ce que j'ai bien le bon environnement réglementaire, bon environnement compétitif pour justement localiser dans ces pays et développer justement l'emploi dans ces trois secteurs. Alors, un point que je voudrais faire justement, on parle beaucoup de services, on parle d'industrie, je pense que le débat est un peu dépassé, puisque quand on regarde par exemple la Suède ou l'Allemagne, une bonne partie des emplois dits industriels sont en fait des emplois de services. Pour la Suède, qu'on a regardé un petit peu en détail, quasiment 40% des emplois industriels, dits industriels d'après la nomenclature, sont des emplois de services. Quand on regarde les exports allemands, un tiers des exports allemands, en fait, sont des exports de services. Donc la question ici, l'implication seulement que j'en tirerais vu la question, c'est bien entendu sur la chaîne de valeur ajoutée, de se dire fondamentalement où sont ces secteurs où on peut avoir des avantages comparatifs, potentiellement pour les pays dont on parle, plutôt dans les secteurs à fort contenu cognitif ou fort contenu en capital, qui sont là où, naturellement, il y a eu des avantages qu'on a continué à renforcer et qu'on peut continuer à développer. Alors, dernier point, au-delà donc de cette implication, c'est comment on fait tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire et où sont les points majeurs. Et moi, j'en tirerai 2 pour que ça se réalise. Le premier, c'est la mobilité du travail. C'est d'ailleurs une des questions intéressantes tout à l'heure de l'étudiante au début de la session. Mobilité du travail pour réallouer, en tout cas, ou pour assurer le passage de la main-d'œuvre des secteurs qui diminuent vers les secteurs en croissance. On voit qu'il y en a. On voit qu'il y a des secteurs dans lesquels on peut avoir des avantages comparatifs. Donc, comment est-ce qu'on assure cette mobilité? Elle est sectorielle, elle est fonctionnelle, elle est aussi géographique. Et puis, deuxièmement, ça a été aussi mentionné un petit peu avant, c'est la question du développement des compétences. Là, on a fait une étude à la fois aux États-Unis et en France sur les emplois de 2020. Et ce que l'on voit, c'est deux problèmes. Le premier, c'est qu'on n'a pas assez de compétences très fortement qualifiées pour les emplois dont on aura besoin en 2020. Et là, les emplois sont des emplois dans les technologies de l'information, c'est des emplois de statisticiens pour exploiter la tendance du big data, c'est ce type d'emploi donc très fortement qualifié. Et puis en même temps, et là, sur la France, c'est 2 millions. Potentiellement, on a 2 millions d'emplois qu'on peut créer, sur lesquels on ne voit pas encore comment est-ce qu'on va avoir les gens qui ont cette formation. Et puis, je dirais, à l'autre extrémité, on a 2 millions de personnes qui sont peu qualifiées, sur lesquelles il n'y a pas forcément les emplois en 2020. Et donc là, la question, bien entendu, va être de faire évoluer les compétences de toute la population justement active, à la fois en assurant qu'on va former, qu'on a les bonnes filières pour former les emplois de demain, 2, qu'on a la professionnalisation à l'entrée dans le marché du travail, et 3, encore plus important, qu'on a la professionnalisation tout le long de la vie pour pouvoir justement monter les compétences et justement avoir la main-d'œuvre ou les personnes qui peuvent justement être déployées dans ces secteurs intensifs en compétences ou intensifs en capital. Merci, voilà. Eric. Merci. Le prochain panéliste, lui, a eu un passage très intensif dans les régions françaises, mais aussi à Paris, puisqu'il a, au nom de sa casquette de commissaire à l'industrialisation, eu à s'occuper de beaucoup d'entreprises qui délocalisaient ou qui étaient en situation périlleuse. Mais je voudrais que René Ricol, qui va intervenir, nous dise tout de suite, est-ce qu'on n'a pas oublié de distinguer finalement dans toute la compétitivité qu'on évoque depuis le début, les deux compétitivités. Il y a celle des entreprises dites mondiales
pour qui finalement il n'y a pas un marché, il y a des marchés internationaux, et puis cette compétitivité territoriale très précise qui est celle des entreprises de taille intermédiaire, des PME, qui sont aujourd'hui probablement les plus fragilisées par la grande balance que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors est-ce que cette différence, elle tient la route ou pas? Oui, on peut dire qu'elle tient la route, mais je pense que déjà, si vous voulez, quand notre ami Jean-Pierre Clamadieu et quand Bruno Cerclet ont parlé, on a déjà à peu près tout dit. Parce que je vais vous reprendre à l'inverse. Oui, je sais que vous espérez gagner 5 minutes, mais non, je ne vais pas vous en faire cadeau. Non, mais très bien, si on a tout dit, on arrête. Hop, on passe. Je ne vais pas vous en faire cadeau, parce Merci que je vais reprendre avec des mots différents ce qu'ils ont dit. Vous avez vu comment il est? Vous essayez d'être convenable avec lui, et hop, voilà. Non, j'essaie de reprendre avec des mots différents. Ils ont dit, si je résume, que l'approche de court terme est une approche catastrophique. On le savait pour les marchés financiers, et ça nous a coûté très cher. Ça s'appelle des produits structurés, on gagne à très court terme et on oublie ce qui se passe après. C'est l'effet de mode de la délocalisation, dont on peut démontrer sur des sociétés moyennes, grandes ou très grandes, qu'en réalité ça a apporté peu d'avantages, voire pas d'avantages du tout, que ça a coûté de l'argent, que ça a mis en risque des marchés, parce qu'on ne savait plus comment maîtriser son marché, qu'il y a une petite chose qui s'appelle le service après-vente et que c'est quand même plus compliqué à traiter. Subsidiairement, qu'on se crée de droit ou de fait son concurrent de demain. Il y a derrière ça, derrière ce court-termisme, un phénomène de mode, une stupidité, une appétence pour l'argent et un mépris même du pays où on délocalise qui sont stupéfiants. Puis il y a la bonne approche, celle que j'ai entendue par mes différents voisins, mais celle que Eric a dit aussi, c'est l'approche de long terme. On se pose la question, première question, où est son marché? Où est son marché? Ça fait une définition entre le groupe mondial qui dit mon marché il est mondial, il faut que je grossisse, il faut que je m'y adapte, et la petite entreprise qui doit parfois savoir se dire mon marché il est local. Alors je ne fais pas semblant et je ne vais pas ailleurs. Et où est mon marché? C'est la première question, et ça a été dit par Bruno, je crois vraiment à juste titre. Deuxième question, où est le savoir-faire? Et on retombe sur des questions de fond. On a parlé en même temps des doctorants, et on manque de doctorants dans ce pays. Quand les grandes écoles, l'X dont tu sors, Eric, va comprendre qu'il faut sortir plus de doctorants, on va aller beaucoup mieux. Mais sur les mêmes sites, sur les mêmes campus universitaires, il faut qu'on ait toute la chaîne jusqu'à l'apprentissage. Et ça veut dire que la question devient, en termes de solidarité, comment on fonctionne bien? Est-il normal que la taxe d'apprentissage aille plutôt financer des grandes écoles que financer, par exemple, des centres d'apprentissage? La mobilité, elle se fera autour de ça, avec de l'argent affecté pour permettre une mobilité qui suppose une formation longue, des gens qui se trouvent à 40-45 ans, qui soient ingénieurs, qui soient ouvriers, ils sont dans un secteur qui disparaît, qui décline. Ce n'est pas les petites formations qu'on fait en quelques mois qui vont sortir, c'est des formations longues. De la même manière, la relation de l'entreprise au pays dans lequel l'entreprise va devenir une relation adulte. Le pays où vous avez intérêt à délocaliser, c'est le pays dont vous voulez prendre le marché. Parce que là, c'est moral et c'est légitime, quand on veut aller prendre un marché, que les gens chez lesquels on va disent, légitimement, vous êtes gentil, mais je veux aussi de l'emploi. Vous n'êtes pas que me vendre vos produits. C'est assez légitime. C'est une relation adulte, c'est une relation de confiance. La relation, quand on se met dans le terme, avec ses salariés, devient la même. Parce que, je vais faire les choses simples, on a aujourd'hui un problème de compétitivité du travail, on en parle sans arrêt. Ben, moi, je suis comptable, donc c'est assez simple. Et on ne va pas faire la TVA sociale, il y a eu un choix. On est tous démocrates et ce choix, il a une expression claire. On ne va pas réduire les salaires. Donc le problème de la durée du travail est posé. Est-il légitime de penser qu'on a des RTT chez des jeunes cadres en France? Je parle de mes enfants, qui ont 9 semaines de congé, quand en Allemagne, ils en ont 4. C'est ça la réalité des choses. Il faut se le dire simplement. Et quand j'en parle avec mes enfants, ils me disent ça a beaucoup d'intérêt pour élever nos propres enfants. Je dis oui, c'est très bien. Mais ça pose des petits sujets. Donc oui, on rentre dans une relation adulte. Et si je résume les choses assez simplement finalement, ce qui moi me frappe, c'est est-ce que nous rentrons dans un monde de solidarité ou est-ce qu'on reste dans un monde qui est un monde du court-termisme et du chacun pour soi? C'est autour de ça. Et ce qui est exprimé par Bruno, par Eric, par Jean-Pierre, c'est exactement ça. Ça, c'est la véritable industrie. Et ce que nous avons essayé de faire avec les investissements d'avenir, c'était de se placer dans le long terme, de faire des investissements, des co-investissements entre le secteur public et le secteur privé
pour trouver les lieux où on aura de la valeur ajoutée demain. Et on s'est positionné à 5 ans ou à 10 ans. Voilà, c'est tout à fait essentiel. C'est comme ça qu'on construit un pays. Et on voit que là, on a besoin de tout le monde. On a besoin de l'université, de centre d'apprentissage. On a besoin de discuter avec les salariés. On a besoin d'actionnaires qui soient dans la durée et pas court-termistes. On a besoin de gens qui nous disent le court terme, pour moi, c'est 5 ans. Parce que pour l'industriel, ce n'est pas 5 ans de court terme. Donc immédiatement, vous disqualifiez tous les fonds qui vous disent je suis un investisseur de long terme à 5 ans. Fout du monde, évidemment pas. 5 ans pour un industriel, ça le fait rire. Lui, il a plus d'équipements qui n'a chiffre d'affaires en valeur absolue. Enfin, ouais, donc c'est ça. Donc voilà ce à quoi je crois profondément. Très bien. Bien, merci René. Donc on a eu la vision de quelqu'un qui est passé dans différents endroits de la République où apparemment il y a quelques blocages et qu'il faudra probablement aussi essayer de lever dans le futur, au-delà même des problèmes de délocalisation et de relocalisation. Alors, est-ce que vous êtes délocalisé, vous, Didier Lombard, à ST Microelectronics? Alors, parler en avant-dernier, c'est un peu compliqué parce que je sais déjà que j'ai perdu le challenge de la poésie industrielle parce que mon voisin est bien meilleur que moi. Donc je vais essayer de répondre à votre question en passant par un petit détour rapide. Tout d'abord, je crois qu'il faut se placer dans un contexte de tissu industriel qui évolue. Et ça, c'est une donnée qui est très difficile à faire passer. C'est-à-dire, on a un tissu industriel bien organisé, ou un tissu économique bien organisé, ça a des cellules qui naissent, qui grandissent, et qui à un moment doivent être remplacées. Et il faut sans arrêt se préoccuper de ça. Si on ne veut pas avoir de problème de délocalisation, il faut toujours anticiper ce genre de mouvement qui est absolument impossible à éviter. Et donc, sans arrêt, il faut remettre sur le métier le challenge de créer de la valeur, de créer des produits nouveaux et d'essayer d'être différencié par rapport à ce qui se passe partout ailleurs. Et évidemment, adapté aux marchés qui sont en face de nous. Et ça, c'est extrêmement important. Après, je vous dirai quel est le théorème d'application sur ST. Deuxième point, les emplois. Il y a quelques semaines, un grand commerçant Internet a annoncé qu'il mettait un centre logistique quelque part au milieu de la France. Ça a fait tout de suite un petit tam-tam. D'un certain point de vue, moi je suis très content pour les gens qui Amazon, hein, pour le citer. Oui, mais moi je suis très prudent. Non, c'est Amazon, effectivement. C'est très bien qu'il y ait ces emplois-là, mais ce sont des emplois de logistique, c'est-à-dire pas de niveau extrêmement sophistiqué. La valeur, la vraie valeur d'Amazon, elle n'est pas là. Elle va être ailleurs. Et il faut se débrouiller pour que dans ce monde du commerce électronique, par exemple, on ramène de la valeur sur le continent européen, parce qu'en ce moment, on est en train de se faire plumer par les États-Unis et par l'Asie. Donc, même si on est obligé d'avoir les emplois de logistique chez nous, et c'est une très bonne nouvelle, il faut évidemment en ramener des plus sophistiqués. Quand je m'occupais de l'Agence française pour les investissements internationaux, on ne comptait pas les emplois de proximité, parce que je considérais que ceux-là, je ne les comptais pas dans mon bilan parce qu'ils ne pouvaient pas être ailleurs. Et donc, il faut compter les emplois qu'on amène, qui sont des emplois à forte valeur ajoutée. Alors, l'aventure de ST, c'est quelque chose d'intéressant. Ça a commencé il y a plus de 20 ans. Et Jean-Hervé Lorenzi faisait partie de l'équipe qui l'a fait naître. Et je m'en occupe toujours, quelquefois directement, quelquefois indirectement, maintenant un peu directement pendant quelques temps. C'est basé sur ce principe que je disais, de toujours renouveler la valeur ajoutée ici. Les composants, c'est extraordinaire, c'est-à-dire que tous les 3 ou 4 ans, il y a une étape technologique. Si vous ratez une étape technologique, 3 ans après, vous sortez du jeu. ST a fait régulièrement des développements technologiques extrêmement intenses pour être au top de toutes les technologies du monde et est actuellement tout à fait en tête. À chaque fois, on fait un nouveau plan. Au début, on le faisait tout seul. Au bout d'un certain temps, on s'est aperçu que c'était tellement coûteux, parce que le coût double à peu près à chaque coup, c'était tellement coûteux qu'il fallait le faire avec d'autres. Donc on se mettait à plusieurs constructeurs ensemble, et une fois qu'une techno était en place, chacun repartait chez soi pour aller faire des produits différents, et puis ainsi de suite. Ça nous a permis d'avoir un système dans lequel les produits les plus sophistiqués sont fabriqués en Europe, principalement en France et en Italie,
mais également dans d'autres pays. Et puis, les produits qui étaient les plus sophistiqués il y a quelque temps, ils ont migré, ils sont en Asie, ils sont dans d'autres continents, où effectivement on optimise à la fois l'économie et la présence des marchés, puisque nos marchés sont à 60% du côté de l'Asie. Tout en sachant que les produits, après, reviennent en Europe. Alors, les composants, c'est peut-être un truc un peu abstrait pour vous. En fait, si je vous demandais de regarder vos poches, à tous les coups, vous avez des produits ST dans vos poches, ne serait-ce que parce que vous avez un portable. Et si vous n'avez pas la bonne marque de portable, quand vous montez dans votre voiture, que vous tournez la clé automatiquement, il y a un composant ST qui est derrière qui vous permet d'équilibrer les énergies et des choses du genre. Autrement dit, dans votre vie quotidienne, vous êtes confronté à nos produits tout le temps. Donc ce n'est pas un petit problème. Quand on a décidé il y a 20 ans de faire un effort là-dessus, c'était pour que l'Europe reste avec un fabricant de composants. Et on a réussi le challenge. Et on a une nouvelle étape l'année prochaine, il va falloir qu'on franchisse une nouvelle marche. Et on va le faire. Dernier point, et là je vais me rapprocher du discours qu'a fait mon collègue et ami Clamadieu. Je crois que l'Europe a 3 chances, qui sont qu'il y a 3 secteurs qui sont à ras d'une révolution. Je ne parle pas des révolutions du passé, des révolutions qui vont arriver dans les 2-3 ans qui viennent et qui vont en fait définir la position européenne dans la suite. C'est des problèmes d'infrastructure et de production. Le premier et le plus essentiel, c'est évidemment l'énergie, et je me réfère à ce qu'il a dit tout à l'heure. Le deuxième, c'est les télécoms, et quand je dis que je ne parle pas du passé, je parle de la suite, c'est-à-dire que ce qui va se passer est encore plus cataclysmique que ce que vous avez déjà vu. Et le troisième, c'est les transports, tout le secteur du transport en général. On ne peut pas continuer avec le système tel qu'il est. Ça nécessite des milliards d'euros d'investissement, et donc des emplois, et donc une activité, donc un positionnement de l'Europe. Il faut que les politiques comprennent ça, que les régulateurs qui sont théoriquement sous leurs instructions comprennent aussi ça, et à ce moment-là, les investissements privés pourront venir là. Évidemment, il ne faut pas que ce soit les contribuables qui financent ça, sinon on retombe dans la boucle de la crise, et il ne faut certainement pas recommencer ça. Mais par contre, je pense qu'on a 3 chantiers dans lesquels il y a un facteur de croissance qui nous permettrait de ramener le soleil au-dessus de l'Europe. Voilà. On va finalement basculer complètement à l'Est et puis on va rejoindre Lucas Lippo. Ça va? Vous avez pas mal? Non, parce qu'il attend avec sa jambe un tout petit peu. Non, j'attends. Non, ça va? Bon, très bien. Donc, alors, Natexis Asie, donc vous êtes aux premières loges pour regarder un petit peu nos débats et nos réflexions sur ce grand dossier de localisation et de délocalisation. Comment est-ce que c'est perçu tout là-bas, à l'Est? Je vais vous raconter une histoire en français, puis je vais continuer en anglais parce que c'est des mots que je ne connais pas forcément en anglais. Alors l'histoire est que ma mère, qui me veut toujours proche, c'est une mère italienne, donc elle veut toujours que je suis proche, elle me dit « Où est-ce que tu vas avec ta cheville cassée ?» Et je lui dis oh, « Je vais à Aix, une conférence où il y a des patrons d'entreprise. » Ben, tu vas leur dire que, tu vois, la délocalisation, c'est aller à l'Est et en rentrer avec les os cassés. Je vais leur dire, mais... Bon, two things, sorry, for switching to English. 2 things. One on delocalization, and I think that it's interesting to look at different theories of delocalization. And one of the interpretations that I found the most interesting is from, it's not an academic, but is a theory guy. It's called Christensen, American, who has this theory of disruptive technology, which is an interesting theory. It shows that the small producer in a sector with the tiers, so for example steel or cars that were evoked before, the small producers start with the low margin production. Low margin production that bigger producers are very happy to leave to small producers. And slowly they conquer the market. And I think this is exactly what is happening with the emerging economies first concentrating on low-grade, low-level production and then taking on more market shares. And the solution that is proposed by this theoretician is that bigger companies should not leave this market. And I think that what René said is very important in this.
because when you delocalize, you have to serve local market. And this was a mistake that was done, thinking of delocalization only as a predatory delocalization, only to use low labor cost. So I think that if you're interested in the theory, you should read the works of Clayton Christensen, who can be very illuminating for a new interpretation of delocalization. I've been asked to summarize lessons that Europe can use from Asia on reindustrialization to see if the sun can rise from the West. Obviously, Asia is a lot of different countries with a lot of different experiences. But I think that focusing on 4 countries, Singapore, Korea, Japan, less China, but maybe Hong Kong, you can draw 2 lessons. So I will be very, very quick. The first lesson, once again, René said it very well, is long-term business management. This is striking. In Asia, everybody speaks of long-term. Politicians, corporate, banking, everything is long-term. So what are the most interesting long-term perspective? The first one is cherry picking of sectors with potential. It's not important that a sector does not yield profits today if it is crucial and important to the nation. And so in terms of industrial policy, it is important to cherry pick. I'm sorry, it can be old-fashioned, but it's a very important thing that has been done in Asia and was very successful. The second thing is long-term financing sources, so long-term oriented banks, which we have less and less here in Europe, which are the common finding in Asia. And the third thing is something that has not been evoked and that is very, very fashionable, especially in Singapore and Hong Kong, is conglomerates. Conglomerates are big, big companies which do, I don't know, food, oil, plastics, barbers, dentists, everything, which is definitely not a model of industrial relationship and industrial development in Europe, can be very useful, as the experience of many conglomerates, especially in Singapore, show, to finance some activities that cannot be financed in the case of an individual firm, but can be financed within a conglomerate, which can reallocate resources internally. And this is definitely an experience that has never been tried in Europe, or there are a few exceptions, but in my opinion, in terms of industrial policy, is important. And the second lesson, very quickly, is one that is very sensible and sensitive in Europe, is the relationship between unions and corporations, which is really not a competitive one in Asia. It's not a conflictual one in Asia. It is very false that the success of Asia lays on poor labor protection. Very false. Maybe at the beginning of the development, in early stage of developments of some countries, labor flexibility, to use a politically correct word, had a role. It is not anymore playing any role. And here I share the view of many of today's friends and colleagues who says that cost is not the fundamental element of competitiveness and localization. So this is something that we have to abandon. And the idea that Europe, if we completely change the labor regulation, we will be competitive, is a very, very wrong idea, and it's a very, very big trap. You don't need lower costs, you need less conflictual relationship between union and corporate. How to get this less conflictual relationship? Do as it is done in many Asian countries, a co-optation of unions within the government. So the government supports the union, and together they go to speak to corporates to build together an industrial policy from the government's part, but it is also a corporate policy, which also profits in the long term for companies. Thank you very much.
Tous nos panélistes ont été absolument remarquables en termes de respect du temps. Il nous reste un peu plus de 10 minutes, probablement pour échanger. Et donc, vous avez la possibilité de poser toutes les questions possibles que vous souhaitez à nos panélistes. Une question à M. Cerclet qui a réussi magnifiquement à redresser Rossignol. Et ma question c'est, est-ce que le redressement avait pour règle de base vos 3 points exposés tout à l'heure, se poser la question où est le marché, quels sont mes coûts de matières premières et quels sont les coûts de l'innovation. Est-ce que ça a été suffisant pour redresser cette entreprise qui était très bas? Pas tout à fait. Très rapidement, il y a eu 2 phases. Une première phase où on perdait tout ce qu'on voulait tous les jours, donc la stratégie c'était juste d'être vivant le lendemain matin. Et ça a duré, on va dire, 6 mois. Et donc cette première phase, ça a été simplification de l'offre à outrance, reconcentration sur le métier de base. On fait avec ce qu'on a et on essaye d'arrêter de perdre de l'argent. Donc on est passé par une restructuration absolument drastique. Mais c'est là qu'on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? On ferme des usines, on va en Chine, on va en Europe de l'Est, on va, en tout cas sur toute la partie industrielle. Et franchement, en regardant le coût des facteurs à ce moment-là et la vision qu'on avait du marché pour les 10 années à venir, je répète qu'il n'y a pas de marché en Chine aujourd'hui. La Chine est un très gros potentiel de ski. Mais aujourd'hui, factuellement, en regardant les indicateurs que sont les nombres de journées de ski par an, les investissements en montée mécanique, la création de stations, le style de ski des Chinois aujourd'hui, c'est à peu près 10% du marché français, quoi. Donc ça grandit de 10, 15, 20% par an et ça représentera probablement un pays très important de ski dans 10 ans. Mais pas avant. Et il est absolument évident que le jour où la Chine est un marché important de ski, on sera en Chine à fabriquer des skis en Chine. Bon, donc voilà, donc on a vraiment, oui, on s'est, dans le cas de nos décisions d'implantation industrielle de long terme, on a dû faire nos calculs. Est-ce qu'on peut aller chercher de la productivité? Est-ce que de façon durable, on peut continuer d'obtenir les matières qu'on souhaite là où on veut? Et est-ce qu'on est capable de maintenir une main-d'œuvre qualifiée là où on en a besoin? Donc la réponse a été plutôt oui. Donc encore une fois, on n'avait vraiment pas le temps de réfléchir à des plans stratégiques à 10 ans pendant 2 ans. Il a fallu prendre ces décisions très structurantes en quelques jours. Oui. Madame d'abord et ensuite monsieur. Oui, merci. Je suis très sensible à l'orientation sur le long terme que vous avez tous mis en avant, mais quelle est aujourd'hui la réaction des milieux financiers à cette nécessité du long terme? Je sais qu'il n'y a pas de financier là autour de... Natexis. Ah oui, Natexis. Donc quelle est la réaction des financiers à cette exigence du long terme? Et peut-on évoquer la prise en compte par les politiques également de cette exigence du long terme? C'est une très bonne question. On passe à une phase où, à cause de nouvelles réglementations, BAL 3, etc., les banques réduisent leurs actifs. Et c'est très facile de réduire les actifs long terme. C'est très facile de maintenir des actifs à court terme sur lesquels la banque a un peu plus de contrôle. Et donc c'est une très bonne question. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas dire, ou il ne faut pas partir de l'idée que tout ce que l'intervention de l'État dans une politique industrielle est inutile ou inefficace. Il faut naturellement avoir des politiques économiques, des politiques industrielles, des politiques financières qui vont dans la direction opposée à celles qu'on voit aujourd'hui à cause de nouvelles réglementations qui probablement devront être changées ou sinon elles comporteront des problèmes économiques très, très significatifs. Deux
Deux mots de Moi, j'allais dire- Jean-Pierre et de René ensuite. J'allais dire d'une phrase, alors quand j'étais patron de Rhodia, puisque Rhodia était une société qui n'était pas contrôlée, je pensais que mon métier de patron, c'était de construire une stratégie de long terme avec des actionnaires de très court terme. C'est moins vrai aujourd'hui, puisqu'effectivement Solvay a un groupe d'actionnaires familiaux de contrôle de très long terme, mais la réalité est celle-ci. Un investisseur de long terme sur les marchés d'aujourd'hui, il a une vision de 6 mois, 1 an, 18 mois, et donc effectivement, il faut construire une stratégie de long terme avec des actionnaires qui rentrent et sortent, et qui prennent, j'allais dire, en marche cette stratégie, qui la quittent, d'autres qui reviennent. Et c'est vraiment l'un des challenges du patron aujourd'hui. René, un mot? Oui, non, mais juste deux choses. D'abord, la première, madame, c'est que, évidemment, ça confirme ce qu'on a toujours essayé de faire, c'est de faire perdurer les entreprises familiales, parce que ça fait du capital stable, on sait. Et deuxièmement, évidemment, on ne peut que tous le redire une nouvelle fois, les gens qui ont imaginé BAL 3 et Solvency 2, c'est-à-dire de l'extrait sec de court-termistes, sont juste fous, et malheureusement, ce sont des gens qui veulent servir l'intérêt général, qui n'ont pas d'intérêt personnel, ce sont des régulateurs mondiaux, et ils ont fait un consensus complètement fou. Voilà, donc on est rentré dans du court terme de court terme. Ça ne va pas durer très longtemps, mais ça va nous coûter un peu cher à tous. Bien, sur cette bonne note. Ma question va un peu dans le même sens. C'est pour quitter le monde et revenir à l'Hexagone. Je me souviens que Artus, qui est dans la salle, enfin je l'ai vu tout à l'heure, avait à mon avis dit très justement que les choix de spécialisation industrielle de la France avaient largement foiré. Bon, il y a eu, c'est vrai, le succès d'Airbus, mais entre le TGV et le nucléaire, on n'a pas exporté grand-chose. Donc, si vous étiez à la place de notre gouvernement, qu'est-ce que vous choisiriez comme choix de spécialisation à long terme? Qui veut remplacer Arnaud Montebourg cet après-midi? Personne. Il n'y a pas. Je peux dire juste un mot. En plus, Artus, c'est mon Lui, chef. il risque rien, il habite loin. Donc, il peut y aller. Donc, il faut que je dise quelque chose. Non, mais c'est vrai, les choix productifs, c'est très complexe. Il faut quand même voir aussi l'idée du financement, où sont les marchés, ce sont tous des éléments qui sont très importants. Mais à mon avis, j'insiste sur les problèmes qui sont dérivants de dynamique du secteur financier qui vont contre l'idée des idées qui seront de long terme, qui seraient de long terme. Et sur ça, il faut vraiment insister. Oui, monsieur. Non, attendez, on va vous donner un micro pour que les traducteurs puissent avoir du son. Merci. J'ai deux questions, une pour Éric Labaille et une pour monsieur Ricol. Les deux brèves. Très brèves. La première, c'est est-ce que le principal problème, c'est les emplois. Est-ce que les emplois sont vraiment toujours créés par les petites entreprises et les PME et non pas par les grands groupes? Et la deuxième question à M. Ricol, puisque c'est lui qui a parlé des PME, vous avez parlé de trois grands facteurs, le long terme, le marché et le savoir-faire. Vous avez oublié le capital. Et comment se fait-il? Parce que est-ce que vous ne pensez pas que le principal problème des PME et de leur déroute actuelle, c'est le manque de fonds propres et manque de financement des banques? Oui, sur la première question, d'après les statistiques, ça dépend des pays. Par exemple, la Suède a, dans ses statistiques, c'est les grands groupes suédois qui créent les emplois, mais qui créent derrière aussi des emplois dans les PME. Mais ils sont nets créateurs d'emplois en tant que grands groupes suédois, leaders de filières dans les domaines dans lesquels la Suède excelle à l'export. C'est moins vrai, par exemple, en France ou aux États-Unis, où là, statistiquement, c'est essentiellement dans les PME. Mais d'où, pour moi, la question qui s'applique dans les deux cas est la question de filière. Est-ce qu'on crée un écosystème, si on utilise ce terme, qui, de l'université, comme disait justement Jean-Pierre Camel tout à l'heure, le lien entre université, entreprise, centre de recherche, va générer, dans la foulée, la création de valeur ajoutée et d'emplois dans des secteurs de croissance. Jean-Marie, un mot? Ah, ben pas tout de suite, parce que je crois qu'on a... Non, c'est fini, on a répondu aux deux questions. Ah non, pardon. Oh là là, pardon. Il va croire que je lui en veux. Non, allez, René, je veux juste lui dire qu'il a raison. Vous avez raison. Voilà. J'ai dit rapidement, parce qu'on ne veut pas tout traiter, qu'il y avait besoin d'investisseurs de long terme. C'est une vraie question, le financement des PME. Voilà, ça, nous sommes bien d'accord. Voilà, et on va... Ah, désolé madame, mais on est dans les temps, on a même un peu d'avance, ce qui est formidable compte tenu du retard que nous avions accumulé. Donc, Jean-Marie, tu peux te lâcher. Bon, d'abord, merci beaucoup à tous. Ça a été une table ronde extrêmement intéressante, interactive.
Je ne peux pas résumer, je ne peux pas conclure de façon exhaustive, mais je dirais 3 points. Premier point, ça a été dit par tout le monde, la nécessaire mobilité du travail, la fluidification des marchés du travail. Et c'est intéressant, ça répond à une des questions qui étaient posées tout à l'heure par l'étudiante à la première table ronde. Donc ça, c'est un point fondamental. Et un marché du travail avec les différents niveaux, vous avez bien dit, il y a les diplômés, les docteurs, etc. Et puis il y a l'apprentissage et tout le reste. C'est très important et je pense qu'au niveau européen, on a beaucoup de travail à faire. Deuxième idée, qui n'a pas été explicitement mentionnée, mais qui était implicite, c'est que vous avez tous parlé de capital humain, de compétences, d'innovation, etc. Et je pense que derrière, il y a un point qui me paraît fondamental, c'est la gestion des ressources humaines. Et que dans les avantages compétitifs que vous êtes en train de construire, aussi bien chez Rossignol que chez Solvay, etc., la gestion des ressources humaines, d'une ressource humaine compliquée, avec ce que vous avez dit sur le dialogue syndical, est évidemment quelque chose de majeur dans la recomposition du système productif mondial. Et puis, dernier point, je m'arrêterai là, c'est que cette table ronde a montré de façon très claire que nous avons beaucoup de choses à nous dire entre vous, les industriels, et nous, les académiques ou les universitaires. On est dans un monde complexe, on est dans un monde, vous l'avez dit, auquel il faut s'adapter rapidement, très rapidement. Il faut à la fois réfléchir et agir, et ce qui a été dit par M. Rossignol, en disant on n'avait pas le temps de passer 2 ans à réfléchir sur la stratégie. Bon, il faut agir. Donc je pense que le dialogue entre le monde de l'industrie, de l'entreprise et l'université est à un point tout à fait exceptionnel, et donc il faut absolument développer ça. Merci à tous.